Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions d'être présents pour ce 3e rendez-vous de l'Actu de l'année 2023. Je m'appelle Khalida Fritis et avec mon collègue Sarel Sabilia, nous avons le plaisir de vous présenter le sujet suivant. La baisse de la natalité est-elle un problème pour l'avenir de la protection sociale ? Ce sujet est brûlant d'actualité puisqu'il est étroitement lié au débat actuel sur la réforme des retraites. Et pour cause, la question des politiques natalistes est revenue sur le devant de la scène parlementaire comme solution palliative à la réforme des retraites. Par ailleurs, le déclin démographique en France inquiète, tant il menace le système de protection sociale tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'enjeu démographique est de taille, puisque la France déplore une diminution du nombre de naissances qui s'inscrit dans le temps. Il est alors important de s'interroger sur les effets des politiques sociales dites natalistes et des solutions potentielles pour renouer avec la natalité. Mais avant tout, il est utile de faire un état des lieux de cette baisse de la natalité et de son impact sur notre modèle social. Je te passe la parole. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question est essentielle. En quoi la natalité est-elle une variable déterminante pour la préservation de notre système social français ? Le haut-commissaire en plan, François Bayrou, a dit « La question de la démographie pose la question même de l'avenir des peuples. La santé démographique de la France est essentielle pour l'équilibre de son modèle social parce qu'il repose sur les principes de la redistribution et de la solidarité intergénérationnelle. La durabilité du système repose alors sur le nombre de cotisants et de contributeurs imposables selon le principe de tous pour chacun. Ayons à l'esprit que les baby-boomers de 1945 auront 80 ans en 2030. La tranche d'âge des 75-85 ans va enregistrer une croissance inédite de 49%. Le Conseil d'orientation des retraites était jusqu'à présent optimiste sur la part des dépenses des retraites dans le PIB. Pourtant, il alerte sur le fait que le nombre de naissances, s'il continue à diminuer, la tendance pourrait s'inverser et le niveau de vie des Français pourrait s'en ressentir. Alors oui, la France accuse un repli de la natalité depuis plusieurs années. Le nombre de naissances a fluctué dans le temps, mais avec une tendance générale à la baisse depuis les années 50. Cette baisse est même accentuée depuis les années 80. Malgré un rebond très remarqué en 2000, suite à l'augmentation de la fécondité des femmes de plus de 30 ans, et un autre rebond en 2021, qui est le rattrapage post-confinement, le nombre des naissances continue de diminuer. Ainsi, en janvier 2022, le chiffre des naissances est le plus faible enregistré depuis 1946. Alors, quelles seraient les causes de cette décrue des naissances ? Selon l'INSEE, la crise sanitaire n'est pas une cause en soi. Elle serait une circonstance aggravante, notamment pour les régions en France qui ont été le plus touchées par la pandémie, les régions du Nord et de l'Est. Mais à ce contexte de crise, il faut associer de fortes incertitudes économiques et sur l'avenir de manière générale qui ont amené des couples à reporter leur projet de parentalité. Par ailleurs, le nombre de naissances dépend de 2 facteurs. Le nombre de femmes en âge de procréer et leur fécondité. Il existe plusieurs indicateurs de la natalité, mais l'un d'entre eux est essentiel. C'est l'indice conjoncturel de fécondité, appelé aussi la somme des naissances réduites. Il mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité observés durant l'année N à chaque âge demeuraient inchangés. En somme, il permet de caractériser de façon synthétique la situation démographique de la France au cours d'une année donnée, mais sans pour autant qu'on puisse en tirer des conclusions certaines sur l'avenir de la population. En 2022, cet indicateur en France s'établit à 1,8 enfants par femme. L'INSEE, dans son dernier bilan démographique, indique que les femmes les plus fécondes sont celles qui se situent entre 25 et 34 ans. Cependant, on remarque encore une baisse de leur taux de fécondité. À cela, il faut ajouter un autre phénomène, c'est la réduction du nombre de femmes les plus fécondes, la tranche 20-40 ans notamment, depuis le milieu des années 90. Il faut rappeler que la fécondité est conditionnée par la fertilité des couples, qui diminue en fonction de l'âge du premier enfant, et par un ensemble de comportements sociaux, l'usage de la contraception, la religiosité, et puis les choix de vie individuels de ne pas avoir d'enfants, tout simplement. Cet état des lieux peut être nuancé par un bon niveau de fécondité en comparaison avec les autres pays de l'Union européenne. En effet,
la France est le pays de l'Union européenne dont la fécondité est le plus élevée, devant la Roumanie et la République tchèque. On impute ce bon taux de fécondité à l'existence d'une politique familiale ancienne, généreuse, universelle. La France compte parmi les pays dont l'effort de redistribution en faveur des ménages est le plus élevé en Europe. En 2021, elle y a consacré près de 20% de son PIB. Pour mémoire, depuis les années 30, la France avait réagi à la dénatalité de l'après-guerre pour combattre le déclin démographique. Depuis cette période, la politique familiale a été un axe prioritaire de la protection sociale. À cela, il faut y associer un modèle de vie qui intègre des évolutions sociales, les enfants nés hors mariage, l'acceptation du travail des femmes, la volonté des pouvoirs publics de vouloir concilier maternité et travail. La France a donc su garder une bonne dynamique de sa démographie pendant longtemps, dans une Europe qui se veut vieillissante. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fécondité en France s'est stabilisée depuis quelques années, mais à un niveau bien trop faible pour assurer, selon certaines études, le remplacement des générations. Cette situation contraste bien entendu avec le fameux baby-boom que nous avions connu en 1945, où l'indicateur conjoncturel de fécondité est à 3 enfants par femme. Il n'en reste pas moins qu'actuellement, la baisse de la natalité influe sur la croissance du pays et, in fine, sur le système de protection sociale français. Didier Blanchet, un économiste de l'INSEE, indique que le ralentissement de la natalité ne produit pas les mêmes effets, que ce soit à court terme ou à long terme. Selon lui, dans un premier temps, moins de naissances signifierait moins de jeunes dans le système scolaire, donc moins de dépenses d'éducation. Il considère aussi qu'une moindre fécondité pourrait être aussi positive dans le PIB par habitant et donc sur le niveau de vie des Français. Mais au fur et à mesure que les nouveaux Français vieillissent et entrent sur le marché, comme ils sont moins nombreux, la croissance de la population active ralentit, alors que le nombre des retraités, lui, augmente. Ce qui aura pour conséquence de peser sur le PIB et donc de réduire le niveau de vie des Français. Cette tendance se vérifie au niveau du système de retraite. Il illustre de manière évidente le potentiel danger du déséquilibre de la structure démographique en France, parce qu'il repose sur le principe selon lequel les actifs payent en temps réel les pensions des retraités. Or, si le nombre d'actifs est inférieur au nombre de retraités, le financement et donc la pérennité du système de retraite pourraient être compromis. Il est à noter que les dépenses de retraite obligatoires ont représenté 338 milliards d'euros en 2020, soit 14,7% du PIB. Donc pour perdurer, ce système suppose que son équilibre financier soit durablement assuré. Actuellement, le ratio démographique nombre d'actifs pour un retraité est de 1,7. Dans les années 2000, il était à 2,1. Il est estimé à 1,5 à l'horizon 2040. La population française continue d'augmenter, mais à un rythme beaucoup moins soutenu. Le solde naturel reste positif, certes. Il est de plus 56 000 en 2022, mais il reste historiquement bas. Le Haut Commissariat estime qu'après 6 années de baisse consécutive, il manquerait 40 000 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement des générations. Une baisse de la natalité donc, pourrait à terme conforter la dynamique actuelle d'un déséquilibre de la pyramide des âges, avec un renouvellement des générations insuffisant pour garantir la pérennité de notre système de protection sociale. Avec Sarel, nous avons identifié un certain nombre de freins à la natalité qui sera intéressant d'évoquer. Sarel, si tu veux bien les développer. En 2022, il y eut 723 000 naissances en France, soit le plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946. Dès 2018, Le Monde titrait « Natalité vers la fin de l'exception française » et s'interrogeait sur un certain nombre d'éléments qui venaient expliquer la baisse de la natalité dans notre pays. On s'aperçoit que la cause n'est pas unique, mais qu'elle a des facteurs multiples qui peuvent être d'origine biologique, comportementale ou conjoncturelle, sans prévalence forte de l'une ou de l'autre. Pour aborder le thème de la natalité, il semble opportun d'aborder la question de la fertilité. Cette capacité biologique qu'a une femme, un homme, un couple à concevoir un enfant et qui peut se trouver diminuée par des facteurs multiples. Le premier frein que nous évoquerons est un frein naturel ou encore la contrainte biologique. Chez la femme, la fertilité spontanée diminue dès 30 ans, nettement après 37 ans,
en raison d'une diminution du nombre et de la qualité des ovocytes avec l'âge. Ensuite, un certain nombre de facteurs comportementaux ou environnementaux peuvent venir peser négativement sur l'arrivée d'un enfant. On peut citer le tabac, les drogues, l'alcool, qui viennent modifier la fertilité des parents potentiels. En outre, l'effet direct sur la production d'hormones féminines ou de spermatozoïdes, ils peuvent également augmenter le nombre de fausses couches. Selon une étude de l'INED datant de 2015, le chômage est un facteur repoussant l'intention d'avoir un enfant. Pour les personnes sans enfant, être au chômage s'accompagne moins souvent d'un projet de fécondité à court terme que chez celles qui sont en emploi. En 2005, 24% des hommes et 38% des femmes au chômage déclaraient souhaiter un premier enfant dans les 3 ans, contre 43 et 53% parmi les actifs. Cette différence entre chômeurs et actifs tient également largement compte de leur situation conjugale. Les chômeurs sont proportionnellement moins souvent en couple que les actifs. Et lorsqu'ils sont en couple, l'accès à un emploi stable pour l'un des deux conjoints apparaît comme une condition nécessaire pour envisager de fonder une famille. Les crises économiques peuvent avoir un impact sur la fécondité, à court terme sur le calendrier des naissances et à plus long terme sur la descendance finale, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'aura eu une personne au cours de sa vie. Dans le cas de la crise Covid, les naissances de 2020 ont nettement été inférieures au volume habituel. On a toutefois assisté à un rebond en 2022 qui correspondait à un report de 2021. Toutefois, il est encore trop tôt pour avoir des éléments relatifs à l'inflation forte que nous connaissons dans notre pays et en Europe, mais sans doute elle aura des conséquences sur la natalité. Le sociologue François Dubet, dans son ouvrage « Les mutations du travail », nous apprend, je cite, « On n'attend pas seulement du travail qu'il apporte des revenus et qu'il insère dans des liens sociaux, on attend de lui qu'il permette à chacun de se réaliser, de s'épanouir. On imagine mal ce que serait une vie réussie si elle n'était pas une vie réussie au travail. » Dans ce contexte, on voit que la centralité du travail, qui est devenue un élément marquant de nos sociétés modernes et de notre rapport au travail, laisse entrevoir une articulation difficile entre la réussite professionnelle et les projets de la sphère privée. Certains parents potentiels peuvent ainsi chercher d'abord à se réaliser professionnellement, ce qui peut leur donner la valorisation sociale. Cette situation peut ainsi entrer en conflit avec le désir de conception et repousser mécaniquement l'arrivée du premier enfant. À ceci s'ajoute une durée d'études plus longue. L'INSEE, dans son rapport Formation et emploi de 2018, indique que depuis le début des années 80, le taux de scolarisation des 14-29 ans a augmenté de 10 points. En particulier, le taux de scolarisation des jeunes de 21 ans est passé de 19% en 1985 à 44% en 2015. Par ailleurs, pour les jeunes poursuivant des études à l'université, la mise en place de la réforme LMD a conduit à décaler les dates de sortie, anciennement Bac+2 DUG, à la licence Bac+3, donc 1 an de plus à chaque fois. Les femmes ont aujourd'hui des enfants plus tard. L'âge moyen auquel une femme a son premier enfant est en recul depuis 40 ans. Une femme a son premier enfant à 31 ans en 2022, contre 29,4 ans au début des années 2000 et 26 ans et demi pour la génération précédente. L'enquête nationale périnatale de 2021 a ainsi mis en évidence que la part des femmes âgées de 35 à 39 ans à l'accouchement augmente. Elle est de 19,2% en 2021 contre 17,2% en 2016. Également, la part des femmes âgées de 40 ans et plus augmente en passant de 5,4% en 2021 contre 3,9% en 2016. Plus globalement, la France suit une tendance générale en Europe où les femmes ont leur premier enfant plus tard. En 2019, celui-ci naissait lorsqu'elles avaient en moyenne 29,4 ans contre 28,8 ans en 2013. Nous pouvons également nous interroger sur l'impact des politiques sociales dans le soutien à la natalité. L'UNAF présente dans son communiqué de 2020 que les prestations familiales et droits familiaux n'ont cessé d'être rabotés, en particulier depuis 2012, et la charge d'enfant est de moins en moins bien prise en compte dans le calcul des prestations et des prélèvements. Ainsi, le poids financier de l'éducation de l'enfant s'en trouve alourdi pour de nombreux parents et est susceptible de porter atteinte à la confiance des parents ou futurs parents dans la politique familiale et ainsi limiter le désir d'enfant. Renoncer à la natalité et à la parentalité peut s'exprimer aussi par choix. En effet, en France, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes ne souhaitent pas avoir d'enfants, selon la dernière étude de l'INED. Ce chiffre est toutefois marginal. Ce mode de pensée, qui n'est pas nouveau, s'appelle l'infécondité volontaire. Il est associé au mouvement Child Free, né aux États-Unis dans les années 70, qui défend l'idée selon laquelle, en affirmant ses choix, en disposant de son corps, on accomplit un geste politique.
La raison principale évoquée est de ne pas participer à la surpopulation de la planète et ainsi limiter, voire réduire l'émission des gaz à effet de serre. Selon une enquête publiée en 2021 par la revue médicale The Lancet, menée auprès de 10 000 personnes dans 10 pays de tous les continents, 39% des jeunes de 16 à 25 ans hésitent à faire des enfants à cause du changement climatique. Ainsi, l'éco-anxiété joue également un rôle dans ce refus de la parentalité. Khalida, je te laisse continuer. Merci. Nous allons regarder de plus près ces politiques sociales qui ont été détournées de leur objectif nataliste. Dès 1945, la France avait cherché à combattre la dénatalité d'après-guerre. Les politiques sociales qui avaient été mises en œuvre se voulaient natalistes et en soutien aux familles en plaçant l'enfant au centre de ses préoccupations. Par exemple, dès 1945 a été institué le quotient familial comme avantage fiscal. En 1946, la branche famille a défini ses prestations en soutien aux familles. En 1972, a été créée une allocation pour couvrir les frais de garde des enfants, ainsi qu'en 1986 pour la garde des enfants à domicile. Mais à compter des années 90-95, on assiste à un changement de paradigme des politiques familiales. Et quelle en est la raison? Une maîtrise des dépenses de la sécurité sociale qui était déficitaire à cet instant-là. Les allocations familiales perdent leur caractère universel et se voient être soumises à conditions de ressources. On évoque même l'idée de les soumettre à l'imposition sur le revenu. Plus récemment, et à titre d'exemple, sur la réduction du quotient familial. Pierre Laroque disait « Le quotient familial répond à une justice distributive ». Il était vu effectivement comme un outil de justice fiscale, mais il incarnait bien une volonté nataliste. Il était vu comme un avantage dévolu aux couples avec enfants. Mais l'idée selon laquelle le coût d'un enfant pourrait faire l'objet d'une prise en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu et finalement être porté par la communauté a été vivement discutée. Le résultat, c'est que l'avantage fiscal qui découlait du quotient familial a été plafonné dès les années 80. En 2013 et en 2014, sous la présidence de François Hollande, il a même été réduit de moitié. Il soutenait alors à l'époque que le quotient familial est d'autant plus favorable qu'on paye un impôt élevé. Or, ce ne sont pas les familles qui avaient de hauts revenus qui ont été impactées, mais ce sont bien les familles aux revenus moyens avec des enfants qui l'ont été. Autre exemple, la revalorisation des prestations familiales. Il faut savoir que le montant des prestations familiales est déterminé d'après une base mensuelle qui est revalorisée au 1er avril de chaque année sur la base de l'inflation qui est constatée sur les 12 mois précédents, et ce depuis 2016. En 2019 et en 2020, compte tenu de mesures de revalorisation maîtrisées, la règle que je viens de vous énoncer n'a pas été appliquée. Et les prestations familiales ont été revalorisées qu'à hauteur de 0,3%, alors que l'inflation était à 4,3% à cet instant-là. Le montant de cette sous-indexation a généré des économies sur les prestations familiales d'environ 800 millions d'euros en 2019. À noter toutefois que la revalorisation des allocations familiales s'est faite à 2 reprises en 2022 suite à la loi pouvoir d'achat. Quel en sera l'impact sur la natalité? L'avenir nous le dira. Par ailleurs, un autre dispositif, la loi bioéthique d'août 2021. Le principe était d'élargir la procréation médicalement assistée aux couples homosexuels et aux femmes seules. Selon l'Agence de la biomédecine, seulement 21 bébés ont été recensés après l'adoption de la loi. C'est un nombre bien minime au regard des 9 années de gestation du texte et du débat houleux qu'il avait pu générer. Plus encore, cette loi qui se veut pourtant nataliste interdit de prendre en charge des femmes après l'âge de 43 ans, quelle que soit leur chance de réussite d'avoir un enfant. À cela s'ajoutent des délais de traitement bien trop longs pour certaines femmes qui approchent cet âge limite. La plupart d'entre elles se retrouvent à devoir aller à l'étranger pour pouvoir réaliser leur projet de famille. Enfin, sur le terrain conciliation vie privée, vie professionnelle, pendant la période des 30 Glorieuses, on assistait à l'essor du travail des femmes. Dans la tranche d'âge 25-49 ans, 50% d'entre elles occupaient un emploi.
L'enjeu des pouvoirs publics à ce moment-là était de pouvoir permettre aux couples, et principalement aux femmes, d'avoir des enfants sans renoncer à une vie professionnelle, ce qui impliquait la création d'aides monétaires pour la garde des enfants et de mettre en place des dispositifs avec l'aide des collectivités d'accueil et de garde des jeunes enfants qui seraient financés par les caisses d'allocation familiale, donc les crèches, les haltes garderies, les jardins d'enfants. Mais le bilan reste mitigé. Malgré une bonne dynamique d'ouverture de places en crèche depuis 2010, l'offre d'accueil des enfants de moins de 3 ans ne répond pas à la forte demande des ménages parce qu'elle ne compense pas la fermeture de certaines places en raison du manque d'effectifs dans ces établissements. Par ailleurs, l'Observatoire des emplois et des familles pointe du doigt un manque d'attractivité du métier d'assistant maternel et un vieillissement de ces professionnels. On compte plus de départs en retraite que d'entrées dans la profession. D'ici 2030, il faudra remplacer un assistant maternel sur 2. D'autres mesures destinées à encourager la natalité existent, mais leurs effets peuvent être discutables. C'est notamment le cas de la majoration de pension de retraite pour enfants, destinée à compenser les retraites, les carrières professionnelles des femmes qui ont été interrompues par l'éducation des enfants. Cette majoration génère des inégalités sociales entre les mères qui n'ont pas les mêmes carrières professionnelles selon si elles ont eu une carrière à temps plein ou à temps partiel. La majoration ne sera pas du même montant. Et également des inégalités entre les mères et les non-mères. Dès lors qu'une femme a travaillé au moins 40 ans, sa situation devient finalement identique à celle d'une femme qui n'a pas eu d'enfant. La charge enfantine ne produit alors aucun bénéfice. En tout état de cause, l'UNAF alerte en déclarant que ces coups de rabot sur la politique familiale entament la confiance des potentiels parents et compromettent leur projet de parentalité. Avec Sarel, nous avons également identifié un certain nombre de solutions qui pourraient potentiellement permettre un rebond des naissances. Sarel, je te cède la parole. Merci. Il convient de s'interroger sur les déterminants qui favoriseraient la natalité et pousseraient les parents ou futurs parents potentiels à franchir le pas. Un ensemble de mesures, prestations, aides publiques, aides fiscales, pour aider les familles à élever leurs enfants et à faire face à la charge financière qu'ils représentent existent déjà. Mais elles ne semblent plus être adaptées aux enjeux actuels de la baisse de la natalité. La branche famille est en première ligne pour répondre à ce défi, notamment à travers le projet du service public de la petite enfance, qui est une réponse à considérer. Dans son programme présidentiel de 2022, Emmanuel Macron promettait la création d'un service public de la petite enfance, visant à garantir un véritable droit opposable à la garde d'enfants qui se traduirait par un mode d'accueil individuel et collectif accessible pour tous les parents. Le SPPE vise, pour chaque parent qui le souhaite, une solution d'accueil du jeune enfant à un coût similaire, quel que soit le mode d'accueil. Bien que le débat du SPPE soit mis en avant par tous les partis politiques, l'idée n'est pourtant pas nouvelle. Elle a connu 2 échecs successifs, en 2007 et 2012, sous les présidences de l'époque. Toutefois, en novembre 2022, Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, annonçait le lancement d'une grande concertation sur le service public de la petite enfance. L'aboutissement du projet du SPPE permettrait, au-delà de garantir une offre de garde adaptée, de bâtir un projet plus ambitieux. Ainsi, en lien direct avec l'accueil du jeune enfant, le SPPE vise 2 objectifs. Tout d'abord, permettre aux parents de continuer à travailler ou de reprendre rapidement un emploi après une naissance, de se former ou d'accéder à un emploi, dans une logique plurielle de renforcement de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, d'égalité entre les hommes et les femmes, de soutien à la parentalité et de lutte contre la pauvreté. Aussi, favoriser le développement de l'enfant et sa socialisation précoce dans une logique d'investissement social. En lien avec ce 2e objectif de socialisation, on peut citer le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui, dans son rapport du mois dernier, propose d'échelonner les rentrées de l'école maternelle en mettant en place une 2e rentrée scolaire, après celle de septembre, en janvier de l'année N+1, pour les enfants âgés entre 2 et 3 ans. Cette disposition permettrait tout d'abord une entrée dans le système scolaire adapté aux besoins de l'enfant, notamment pour les enfants précoces, de diminuer les inégalités d'accès aux modes d'accueil liés à la date de naissance de l'enfant, et enfin, de libérer des places dans les autres modes d'accueil traditionnels, crèches ou assistantes maternelles. Créée par la loi du 4 août 2014 pour remplacer le complément de libre choix d'activité, la prépare indemnise sans condition de ressources le parent qui suspend son activité professionnelle pour garder un enfant de moins de 3 ans.
Elle vise à favoriser le retour des femmes à l'emploi et à modifier la répartition des responsabilités parentales au sein du couple, c'est-à-dire que les pères prennent le relais des mères à l'issue de leur congé parental. Alors que la réforme de la prépare visait 25% des pères éligibles, moins de 1% d'entre eux en bénéficiaient 5 ans après sa mise en place, selon la Cour des comptes. Pour les couples, la durée de versement de la prestation est limitée à 24 mois par parent à partir du deuxième enfant, dans la limite des 3 ans de l'enfant. Le nombre d'enfants gardés par leurs parents dans ce cadre a par conséquent fortement diminué à partir de 2017. Le dispositif se révèle finalement complexe et peu attractif. Face à ce constat, plusieurs rapports vont dans le sens d'une refonte globale du dispositif. On peut citer un rapport de Julien Damon et de Christelle Edeman, qui propose de réduire la durée de l'indemnisation et de la lier au salaire antérieur du parent avec un plafonnement. Et la Cour des comptes va dans le même sens du raccourcissement de la période d'indemnisation pour éviter aux parents de rester trop longtemps éloignés de l'emploi. Pour la Cour, il faut inscrire toute évolution dans le cadre d'une réforme plus globale des prestations versées pour aider les parents ayant un jeune enfant. Comme nous le savons, la dépendance de notre système de protection sociale au renouvellement des générations est forte. Le système de retraite par répartition en est la démonstration la plus emblématique, la sécurité des pensions étant étroitement dépendante du nombre d'actifs. Il devient ainsi nécessaire de relancer le débat public sur la mise en place de mesures fortes ou d'adapter l'existant en faveur de la natalité. Toutefois, l'hypothèse d'un échec des mesures qui sont déjà engagées pourrait également survenir. Dans cette situation, ne faudrait-il pas se poser la question d'avoir recours à l'immigration pour venir combler le déficit générationnel que nous connaissons? Ainsi, l'Allemagne, qui perdait 200 000 habitants par an depuis 1970, a pris une forte conscience au début des années 2000. Un rapport de l'ONU a mis en évidence que si le pays voulait stabiliser son rapport de dépendance, c'est-à-dire le ratio actif-retraité, il devrait recourir à l'immigration massive. En conséquence, au milieu des années 2010, le pays a accueilli 1 million d'immigrés en provenance des Balkans, en une seule vague, avec une forte implication de l'État allemand. Ainsi, l'Allemagne, qui faisait partie il y a 10 ans des pays les moins féconds de l'UE, se situe désormais dans la moyenne de l'Union européenne. Merci Sarel. Pour conclure, comme nous l'avons vu, en matière de fécondité, la France est championne d'Europe. Elle tient sa place grâce à notre généreux système de protection sociale et à l'ensemble des politiques publiques qui incarnaient une volonté forte d'encourager les naissances. Cet héritage vient de l'objectif premier de repeupler les peuples d'après-guerre et de renouer avec une bonne santé démographique. Toutefois, la France, depuis peu, connaît une diminution quasi ininterrompue du nombre de ses naissances. Elles sont au plus bas depuis 1946. La natalité se heurte à un ensemble de freins biologiques, comportementaux et conjoncturels. Les politiques sociales à l'œuvre ne semblent plus être adaptées au modèle socio-économique actuel. Il est plus qu'urgent de les faire évoluer pour garantir la pérennité de notre système de protection sociale. Nous souhaitions finir cette présentation par une citation de Victor Hugo. L'enfant, je le répète, c'est l'avenir. Ce sillon-là est généreux. Il donne plus que l'épi pour le grain de blé. Donnez-y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière. Merci pour votre attention. Merci.